Bonjour, c'est Dani Rose de Human Connection. Alors aujourd'hui, je vais interviewer une femme extraordinaire qui est née en Iran et qui est, je l'appelle la mère Teresa, moi, parce qu'elle est très généreuse. En tout cas, elle va nous raconter son histoire. Son nom est Aïda Baramian. Alors, je vous la présente tout de suite. Bonjour Aïda. Bonjour. Ça va bien Aïda? Merci, et toi? Bien, je suis vraiment très contente. Ça n'a pas été facile qu'on réussisse à te voir et faire l'interview, mais là, je suis contente. Alors, vas-y. Comment a commencé ta vie? Raconte-nous ton histoire et où tu en es et comment tu es au Canada maintenant. Je suis née en 1982 à Téhéran, Iran. Et j'ai passé la moitié de mon enfance en France et l'autre moitié en Iran. Du coup, à ce moment-là, il y avait la guerre entre l'Iran et l'Irak. Et mon père faisait son doctorat en France. Et c'est pour ça que une partie de mon enfance est passée en France. Après, je suis allée à l'école en Iran, j'étais toujours à Téhéran. Et je me rappelle très bien que la première année de mon école, il y avait la guerre. Et à chaque fois, on entendait vraiment la sirène, il fallait vraiment se cacher. Traumatisant, hein? Oui. Tu avais quel âge? J'avais 7 ans. Ouf. 6 ans, 7 ans, je me rappelle très bien parce que c'était très triste, on ne pouvait même pas regarder la télé. D'un coup, il fallait tout éteindre. On avait toujours un genre de... En fait, on devait toujours cacher les sonneries, tout ça, parce qu'il y avait la lumière rouge, que les avions ne puissent pas les voir. C'était très difficile. Et après, je me rappelle aussi que quand j'avais 7 ans, je sais pas, de toute façon, mon enfance n'était pas facile, avec les problèmes dans le pays, avec les problèmes dans ma famille. J'ai vécu, on dit comment, c'est que je suis, quand j'étais à l'école, je suis sortie de mon corps aussi. Ah oui, alors raconte-nous ça. Tu avais 7 ans, hein? Oui, j'avais 7 ans, j'étais dans le cours de l'école, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je me rappelle que j'étais toute seule. D'un coup, je pense qu'il y avait un bug entre je ne sais pas combien de minutes, mais je me suis retrouvée, comme j'étais en train de monter. Et je voyais tout le monde. J'avais vraiment une vision très large. Je ne peux pas te dire que 360 degrés, non, mais c'était vraiment très large. Tu avais quitté ton corps. Mais t'es tombée ou tu sais même pas, mais tu n'as rien vu, tu ne l'as pas vu arriver. Non. C'est ça, ok. En fait, comme si à chaque fois que je montais, déjà il y avait des lumières que je ne peux pas du tout j'ai jamais vu dans le monde comme ça, les lumières comme ça, qui me guidaient pour monter à chaque fois, comme si j'étais en train de gonfler. Mais j'étais tellement libérée que tout ce que je voyais, c'était rigolo. Ça veut dire que les gens qui couraient, qui voulaient appeler comme des fourmis qui s'agitent. Oui, c'est ça. Okay. Et après, quand je suis retournée dans mon corps, c'était hyper douloureux. Et je me rappelle que je ne voulais pas. Après, j'ai eu peur de parler avec mes parents de ça. Mais à partir de ce moment que je voyais que tout est matériel et que franchement, on part et comme si, je peux toujours donner un exemple comme la société des fourmis. On est comme la société des fourmis quand on regarde de haut. D'en haut. C'est vraiment rigolo. Et on se croit tellement important chacun dans notre rôle. Hein. Alors que finalement, on est juste des petites bibites qui s'agitent et tout quand tu quittes ton corps et que tu rentres dans la lumière. C'est ça. Et alors, est-ce que ça, tu dirais qu'après ça, tu t'es sentie un petit peu différente? Je me suis sentie différente. C'est rigolo parce qu'après, je ne savais pas comment on l'appelle. Mais au fur et à mesure à l'école, quand on avait les cours sur la physique et tout ça, l'énergie, tout ça, je me suis rendu compte qu'on a tous cette énergie en nous. Ça veut dire que peut-être ce qui est sorti de mon corps, mon âme, c'était juste une sorte d'énergie. Oui. Et là, j'ai pu savoir que tout le monde peut transférer son énergie et peut recevoir l'énergie des autres, même la nature, quand on dit qu'il faut aller dans la nature. Mais c'est parce que c'est pour ça, mais il faut être ouvert.
Parce que si on est fermé juste dans notre tête, dans notre histoire, dans notre truc, l'énergie ne passe pas du tout. Non. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors ça, mais c'est fantastique que tu as... Parce que on passe des années, on lit des livres, on fait des coachings. Et finalement, toi, c'est extraordinaire parce que tu peux en parler, tu l'as ressenti. Oui. Donc, quand on ressent quelque chose, on sait que c'est vrai. Oui, ça va. Toi, tu sais que c'est vrai. Oui. Et il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Comme tu dis, les petites lumières, tu n'en as jamais vu comme ça. Donc, c'est à mon avis, quand on arrive dans l'au-delà, au moment de la mort ou quelque chose, on ne connaît pas. Et c'est accessible à tout le monde, justement, d'avoir ces... Ouais. En fait, c'est ça, c'est que je pense que parfois on peut avoir vraiment cette chance de voir ça. Parce que je pense qu'à partir de ce moment où on peut vraiment avoir cette expérience miraculeuse, qu'on peut se rendre compte qu'on est peut-être... Pour moi, je me suis dit que peut-être que je suis née, je suis dans ce monde pour faire quelque chose. Cette énergie, je dois utiliser, je sais pas, pour quelque chose. Je ne connaissais pas. Tu ne savais pas à 7 ans. Je ne connaissais pas à 7 ans. Mais au fur et à mesure, je me rappelle à l'âge de 11, j'étais un enfant qui avait beaucoup d'énergie. Je me suis mis en sport. Et bizarrement, avant, je n'étais pas super forte à l'école. Peut-être que parce que j'avais des problèmes en famille, que je ne pouvais pas me concentrer. Okay. À l'aide d'une prof à l'école, qu'elle a découvert que j'ai plein d'énergie, que je peux être vraiment bonne en athlétisme. J'ai commencé à faire l'athlétisme et évidemment, j'ai pu gagner plein de médailles. Ah oui, donc tu étais vraiment faite pour ça, quoi. Oui. Et le moment où j'ai pu avoir la confiance en moi, en faisant de l'activité physique, du sport, que j'ai pu avoir confiance en moi pour découvrir mes autres capacités. Ça veut dire que la capacité d'apprentissage, j'étais plus intéressée à faire mes études, même à l'école. Et d'un coup, peut-être que, je peux dire que elle a joué vraiment un rôle très important dans ma vie parce qu'elle m'encourageait toujours. Elle me disait que tu es forte, tu es intelligente et que tu peux. Et tu vas me montrer. Je me rappelle que d'un coup, j'étais majeure promo à l'école et j'ai eu une moyenne 20 sur 20. Franchement, parfois, nous, surtout dans les familles en Iran, parce qu'en Iran, les parents aiment bien que leurs enfants soient médecins, avocats, ingénieurs, et tout ça. Et en règle générale, ils empêchent les enfants à poursuivre, surtout à mon époque, une activité physique, le sport. Et ils pensaient qu'en faisant de l'activité physique, les enfants ne vont pas étudier. Mon père aussi, même s'il était quelqu'un qui a fait ses études, il avait un doctorat, mais lui aussi, il pensait que en faisant du sport, je ne peux pas avancer dans ma vie professionnelle ou à l'école. Mais moi, je me suis rendu compte que non, ça aide. Ça aide oui, vraiment. parce que tu es bien dans ton corps. Oui, c'est que en faisant du sport, même avec les douleurs, parce qu'après du sport, on a toujours des courbatures et tout ça, on a la conscience corporelle. Ça veut dire qu'on peut sentir notre propre corps, même à travers des douleurs. Mais quelle belle approche, c'est vrai, c'est parce que, ça nous oblige à rentrer dans notre corps. Oui. Parce que c'est vrai que des fois, on passe des périodes hyper stressées et on sait, en fait, on est complètement coupé de notre corps. On est juste là. Puis après, on n'est pas bien, on est fatigué. Mais c'est vrai que la douleur corporelle après un exercice poussé, et quand tu rentres dans ton corps et que tu as conscience de ton corps, mais là, tu es en contact à nouveau. Là, l'énergie peut passer. Parce que c'est pas bloqué ici. Très intéressant. Oui. Alors. Et après le lycée, j'ai commencé mes études à l'université en informatique. Tout de suite, je me suis rendu compte que je ne suis pas faite pour ça. Parce que je ne pouvais pas faire. J'étais super forte en mathématiques, en physique, mais il y avait quelque chose que je ne comprenais pas, c'était le sens. Ça veut dire que je ne pouvais pas vraiment communiquer avec ce que j'étais en train de faire. J'ai décidé de faire autre chose et j'ai commencé à étudier l'activité physique. Après ma licence, j'ai vu que j'étais intéressée par la physiologie du sport. Parce qu'à ce moment-là, je pensais que comment on peut aider les gens pour améliorer leurs conditions physiques. Ce qui était pour moi important. Surtout, j'étais passionnée par les pathologies.
Et j'ai commencé à faire mon master à l'Université de Téhéran et que j'étais majeure promo à l'Université de Téhéran qui est une université très très prestigieuse en Iran. Et après, j'ai fait un doctorat encore en physiologie du sport et ma spécialité était les maladies cardiovasculaires et respiratoires. J'ai commencé à travailler. À un moment donné, quand je commençais à travailler avec les patients, avec les gens, je voyais que tout n'est pas la physiologie. L'être humain n'est pas que sa physiologie. On n'est pas vraiment les... Il y a autre chose qui affecte notre santé. Il y a autre chose qui peut avoir les effets. Ça veut dire que en tant que physiologiste, tu connais les protocoles, pour quelles raisons tu donnes l'activité physique pour telle et telle pathologie, mais ça ne marche pas toujours. Non. Par la suite, j'ai eu une invitation pour travailler dans l'université d'Illinois à Chicago, parce que mes recherches étaient sur les cellules souches. Mais malheureusement, je n'ai pas eu mon visa. Premièrement, que je suis allée en Turquie, parce qu'en Iran, il n'y a pas d'ambassade d'Amérique, des États-Unis. Bien sûr. Et je suis allée en France chez mes sœurs pour redemander un visa pour aller aux États-Unis. C'était mon rêve d'aller aux États-Unis. Comme je pense que beaucoup d'Iraniens. Oui. Et quand je suis allée en France, j'ai rencontré mon ex-mari, qui est un Français. Et comme j'étais iranienne, je devais attendre pendant 2-3 mois pour FBI check. Ça pour voir que si je faisais partie des terroristes. Hein? Et en même temps, comme mes sœurs, parce que j'ai 2 sœurs qui habitent en France, j'ai eu mon visa en fin de compte, mais j'ai décidé de rester en France et me marier avec le français. Et je me suis dit, je peux être près de mes sœurs. La France aussi est un pays que je peux m'épanouir, je peux faire autre chose. À un moment donné, quand j'ai commencé ma recherche de travail avec mon doctorat, je n'ai pas pu trouver le travail. En France, toujours, on me disait que vous êtes trop qualifié. Et pour trop qualifié, il n'y a pas de travail. Mais peut-être il n'y avait pas de budget pour me payer. Et à un moment donné, j'ai décidé de faire un master à l'Université de Strasbourg. J'ai parlé avec un prof, c'est lui qui m'avait proposé de faire ça, qu'à travers les stages, le travail, les expériences en France, que je puisse trouver le travail. J'ai commencé à faire un master en activité physique adaptée. Et vite fait, j'ai pu travailler. Là, j'ai commencé à travailler pendant mon stage avec les personnes en situation de handicap, avec les personnes âgées. Et pour ma 2e année de master, j'ai commencé à travailler en prison. C'était la maison d'arrêt. Ouais, ça c'est toute une expérience. Oui. Et oui, à l'aide d'une prof là-bas, c'est une prof que je l'adore, et elle m'a beaucoup aidée. J'ai pu entrer en prison et pour mettre en place un dispositif qui existait déjà en ville de Strasbourg, le sport santé sur ordonnance. Et j'ai commencé à mettre en place le même projet, mais en prison, avec ses particularités. Ça veut dire que de A à Z, j'ai fait le projet, j'ai développé le projet. C'était les détenus qui étaient en prison, les médecins qui travaillaient en prison, parce qu'il y a une unité en prison comme un petit hôpital très petit. Il y a les médecins, il y a les psychologues, il y a les psychothérapeutes qui pouvaient prescrire de l'activité physique pour les détenus qui avaient une pathologie chronique, même quelqu'un qui est en surpoids, en obésité, en addiction, tous les autres problèmes, même les maladies mentales. Oui. Donc l'addiction, maladie mentale et les maladies physiques. C'est ce qui n'a jamais été fait en France. Une communication avec les médecins, déjà pour les convaincre, à prescrire, de les expliquer quels sont les bienfaits de l'activité physique. Parce qu'en règle générale, quand on parle de l'activité physique, on pense que c'est qu'on va sauter, on va faire quelque chose, ou on va courir ou jouer avec un ballon. Mais ce n'était pas comme ça, pour leur dire quels sont les bienfaits de l'activité physique pour chaque personne. Individu. Vraiment, c'était une vision individuelle.
Et la prise en charge de chaque détenu était vraiment individuelle. Et à un moment donné, j'ai réussi. Il y a plusieurs quartiers en prison, quartier femmes, quartier les violeurs sexuels, il y a le quartier des maladies mentales, il y a les autres détenus comme les voleurs. Oui, les voleurs. Je prenais en charge vraiment tous les détenus. Oui. Chaque détenu avait plusieurs entretiens avec moi parce que, en fait, en connaissant la personne, en connaissant sa situation individuelle, que je pouvais prescrire de l'activité physique. Et l'activité physique, pour moi, ce n'était pas le but, c'était l'outil. L'outil, d'accord. Ça veut dire que l'outil, pourquoi? Par exemple, pour quelqu'un qui était pour la réinsertion sociale, pour autres qui étaient peut-être oublier ses problèmes, ses souffrances, pour se reconnaître. Psychologique, oui. Il y avait vraiment pour chaque personne aussi, il y avait un objectif. J'ai pu faire ça. Le projet que j'ai fait a été vraiment apprécié par la direction interrégionale des services pénitentiaires, par la mairie de Strasbourg. Même j'ai pu présenter le projet pendant les assises qui étaient à Strasbourg en 2019, en septembre 2019. J'ai présenté pendant la colloque, c'était vraiment une assise nationale avec presque 1000 personnes. Mais par contre, malheureusement, même si on a fait beaucoup de demandes, et même si même les surveillants, la directrice de la prison et tout le monde qui était convaincu que vraiment ce dispositif a aidé la santé des détenus, que les détenus, moi j'avais des détenus qui étaient après intéressés à faire une formation pour pouvoir travailler à la sortie. C'est quelque chose qu'on pense pas qui est super important parce qu'à un moment donné, les détenus vont sortir de la prison. Et il faut Comment on peut les encourager à vraiment changer la façon de vie et de penser autrement. Après, il n'y avait pas de budget pour la création de ce poste qui était nouveau en France. J'ai attendu longtemps après mon stage. Ils n'ont pas pu réussir à créer ce poste. Et j'ai commencé à travailler en service d'addictologie, qui était super intéressant service aussi. Addictologie, Service d'addictologie à l'hôpital. Le moment où je commençais à travailler en addictologie, tout le monde me disait mais pourquoi les addicts? Je me rappelle qu'il y avait les proches qui me disaient mais les addicts on doit les laisser tomber, on doit les laisser crever. Alors que les tellement sensibles les addicts. Même exactement comme les détenus, il faut les laisser crever. Mais je me suis rendu compte que quelqu'un qui tombe en addiction est une personne hypersensible. Oui, moi j'ai remarqué ça aussi. Avec ses histoires. Ils sont tellement sensibles, oui, c'est ça. Et ils ont juste besoin d'une écoute. Ça veut dire que il y avait plusieurs entretiens encore avec chaque patient que j'ai eu, mais j'ai essayé de les écouter. Mais ce qui était très important, c'est de les écouter sans jugement. Quelqu'un qui me raconte son histoire de vie qui était très très difficile, si à un moment donné, sans qu'il y ait même un petit jugement, la qualité de prise en charge n'est pas du tout pareille. Et tout le monde disait que tu n'as vraiment pas du tout de jugement. Je les écoutais et on essayait ensemble de trouver une solution pour améliorer sa santé. Et l'activité physique est un outil très très performant, très très puissante pour aider les gens en addiction. Pourquoi? Parce qu'en addiction, on dit toujours que c'est le corps qui parle. Ça veut dire que le corps est un outil pour démontrer les souffrances. Mais oui, parce que, et ça c'est nouveau, parce qu'avant on pensait que tout passait par là, et en fait, de plus en plus, on est en train de s'en rendre compte que tout passe par notre corps, et que si on écoute, c'est là. Et là, c'est ce que tu enseignes, c'est trouver la souffrance, d'où elle vient et comment, et surtout trouver l'outil pour se guérir. En fait, en addiction, c'est que la personne commence à consommer. C'est rigolo parce que quand on pense à l'addiction, on pense toujours à l'héroïne, à la cocaïne. Mais je veux te dire que les pires des addictions étaient l'addiction aux médicaments, à l'alcool. Et l'alcool n'était pas l'alcool fort, c'était la bière.
Ah oui. Ça veut dire que quelqu'un, pour oublier ses souffrances, commence à consommer et au fur et à mesure augmenter la consommation. Ben oui, parce qu'il devient numb, comme on dit, il endort. Oui, ça veut dire que, mais cette personne-là, même si on dit que c'est le corps qui parle, peut-être qu'on pense que peut-être qu'il y a la conscience corporelle, ça veut dire que la personne connaît son corps pour le faire souffrir. Non, cette personne n'a aucune conscience sur son corps. C'est rigolo parce que quand je faisais de l'activité physique, parce que mon intervention était toujours en faisant de l'activité physique, toujours avec la musique, très important. Et parfois, mes patients me disaient, Aïda, je ne savais pas qu'ici aussi j'ai des muscles. Aïda, je ne savais pas ici il y a les muscles. Oui. Et tu voyais qu'ils ne connaissaient même pas leur propre corps. Non. Et pour ça aussi, j'ai inventé les activités pour la conscience corporelle. Je leur demandais par exemple de se toucher. Et bizarrement, surtout les femmes, elles ne pouvaient même pas se toucher. Elles ne voulaient pas, elles n'osaient pas. Non, elles avaient les bras ouverts comme ça. Oui. Et quand tu leur demandais, mais touche ton épaule, elles ne savaient pas. Elles ne pouvaient pas. Ah oui, hein, il y avait des blocages. Ça veut dire qu'il y a tellement... C'est comme si ton corps, il y a la distance entre toi et ton corps. Oui. Qui ne sont pas intégrés. Alors, en faisant l'activité physique, au fur et à mesure... Mais quand par exemple, un patient disait, Aïda, papi, on a fait du sport et que j'ai plein de courbatures. Je disais, j'adore ça. Oui. J'adore. Parce que là, tu sais qu'il existe encore. Ça veut dire que tu existes. Oui. Et je voyais vraiment... et pour moi, quelque chose qui était vraiment... je vais dire que mon cadeau, quand je voyais la joie. Oui. Ah oui, c'est ça. Et je disais toujours à mes patients, parce qu'il y a beaucoup de patients, on m'a écrit les lettres, j'ai gardé leurs lettres. Oui. Après, si tu veux, je te passer parce qu'il y a, j'ai une lettre sans signature pour qu'on ne les connaisse pas. Je disais toujours, il me disait que Aïda, tu donnes le sens à notre vie. Moi, je pense que je suis persuadée que ce n'est pas moi qui donnais le sens à leur vie. Peut-être que je pouvais transférer tu leur as fait chose. Découvrir. C'est que je travaille sur la confiance en soi, c'est que de se connaître. C'est juste ça. Et je disais que quand je donne le sens à votre vie, c'est ma vie qui prend la sens. Oui. En fait, c'est que peut-être que depuis jeune, même quand je vais revenir en arrière, même quand j'étais à l'école, j'adorais toujours aider les enfants qui étaient plus faibles à l'école, les enseigner. Je pensais que toujours il faut aider. Et parfois, je pensais que ma responsabilité peut-être dans ce monde, c'est de pouvoir aider les autres. Mais c'est ce que tu m'as dit, puis là on va passer tout de suite au Canada, parce que comme c'est une petite interview, mais de toute façon, toute petite, tu disais que toi c'est l'enseignement, et ça continue toujours à être ta passion. Oui. Alors, quand j'étais en Iran, j'enseignais à l'université. Alors, déjà, j'ai commencé quand j'étais à l'école. En France aussi, quand j'étais en France, quand je faisais mon master, dès que j'ai terminé mon master, j'ai commencé à enseigner à l'université. Après, par la suite, quand j'ai vu, j'étais un peu, si tu veux, j'étais un peu découragée de rester en France, même si j'adorais mes travail en France. J'ai subi pas mal de choses. Ça veut dire qu'à chaque fois, j'essayais de faire quelque chose et bizarrement, on me disait toujours que tu as beaucoup d'énergie et ton énergie fait peur. Et je trouvais que, en fait, le travail n'est pas valorisé. Non, c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas la qualité qui est vraiment importante là-bas. Et pour m'épanouir, j'ai décidé de venir au Canada. Bravo. Et merci. Et bizarrement, en fait, peut-être que tout le monde pense que je suis folle. Je fais un deuxième doctorat ici, mais cette fois-ci, c'est plutôt en santé publique. Ça veut dire que j'ai un bagage de la physiologie du sport. Et après, en France, c'était plutôt, je vais dire, un peu entre la physiologie, la sociologie et la psychologie, ce que j'ai appris. Mais ici, vraiment, c'est centré sur la santé publique avec un appui sur la sociologie. Ici, je travaille pour ma thèse sur les femmes enceintes, sur la santé des femmes enceintes. Déjà, je suis en train de faire la recherche pour trouver déjà quels sont les bugs, quels sont les problèmes des femmes enceintes.
Et ça, c'était toujours ma passion. Je pensais toujours que j'adore, même quand j'étais en France il y a quelques années, je parlais avec mon superviseur en France et je lui ai dit que j'adore travailler sur les femmes enceintes. Parce que pour prévenir plusieurs problèmes, il faut déjà travailler sur les mères qui portent le bébé. Ben oui, et ces bébés qui vont naître et qui après sont dans la société. Parce que la science a prouvé que même l'état mental, les souffrances, la mère, tout se transmet au bébé. Tout de suite. Oui. Alors pourquoi on n'essaie pas d'améliorer la santé des mamans pour avoir une meilleure génération? Exactement. Et la prise en charge, on ne peut pas dire alors on vous donne à manger, c'est pas juste la nourriture. Non, 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 non. En fait, surtout quand ça a été prouvé que le stress le pire est vraiment, c'est le pire. En fait, l'effet du stress sur les femmes enceintes est pareil que les drogues. Ah oui. Ça veut dire que ça pourrait... fait autant de mal. Et ben maintenant, je fais mes recherches ici. Ben, heureusement, je suis comme tous les étudiants en doctorat qui sont assistants enseignants à l'université, ça c'est un contrat. Okay. Mais je suis aussi professeure à mi-temps à l'université d'Ottawa et que j'enseigne. Alors ça c'était, j'enseignais l'activité physique et santé et ce sommet je vais enseigner projet de recherche, encore l'activité physique et santé. Et j'essaie de préparer mes étudiants. C'est plutôt en pratique, ça veut dire que je donne les informations, je pars sur les pathologies, mais j'essaie de dire toujours, même aux étudiants qui vont travailler dans la société, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, une intervention, mettez-vous à la place de la personne qui est en face de vous. Et ne jugez pas. Ne la jugez pas, le non-jugement. Parce que franchement, pour juger quelqu'un, on ne peut jamais, il faut mettre non, on ne connaît pas son passé, on ne connaît pas tout sa sensibilité. On peut, oui, c'est ça, c'est que chacun a son histoire et parfois on peut faire face aux problèmes, parfois on n'est pas capable. On n'a pas les armes qu'il faut, c'est ça. Mais la joie de vie pour moi, c'est de pouvoir aider au moins un peu les gens qui ont besoin. C'est pour ça que j'appelle Aïda la New Mère Teresa à sa façon. Elle est tellement dévouée et vous le voyez comment elle parle avec passion de tout ce qu'elle a fait, travailler dans les prisons et tout ça. Alors Aïda, c'est vraiment, vraiment inspirant. Alors comme à chaque fois, je demande toujours à mes invités, quel est le message que tu voudrais nous passer aujourd'hui? Message aux gens qui nous écoutent. J'aimerais bien passer ce message que toujours essayez de suivre vos rêves. Et n'écoutez personne si par exemple les parents vous disent que vous devez faire ça ou ça. Faites ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Moi, j'ai essayé de suivre mes rêves et mon rêve aujourd'hui, c'est de pouvoir aider les gens. J'adore travailler dans la santé publique pour pouvoir aider les gens. Et si chacun peut juste prendre un pas pour l'amélioration de notre société, c'est là que je pense qu'on peut vraiment tout bouleverser et changer. On n'a pas toujours besoin d'avoir un métier de fou pour faire tout ça. Même si on est une mère, essayez de rester une mère qui peut vraiment élever ses enfants. Qui guide son enfant à sa façon. Chacun fait ce qu'il peut et il n'y a pas vraiment de... Vraiment, et on doit croire à nos capacités. Absolument, et écouter vraiment notre instinct et tout. Bon, eh ben, merci Aïda, c'était vraiment touchant ton interview, j'aime beaucoup. Alors, si vous avez aimé, partagez-le avec votre famille, avec vos amis, ou vous pouvez vous inscrire et n'oubliez pas les petits likes. Merci. Bye bye.